C'est depuis l'Antiquité que les Mmh. champignons sont utilisés pour des vertus médicinales. Et donc, ils ont des vertus qui sont très peu connues en réalité. Tu fais un sondage auprès de médecins, de 1000 médecins en disant qu'est-ce que vous pensez des champignons pour la santé humaine, ils vont te rire au nez. Ils vont rigoler. Ils vont dire, écoutez, monsieur, soyons sérieux. Et pourtant, c'est très sérieux. Et les travaux de recherche, il y en a des dizaines, des centaines et des centaines même. Il y a quand même beaucoup de plantes qui sont diabolisées, beaucoup d'actifs qui sont diabolisés, soit parce qu'ils sont illégaux, soit parce qu'ils sont pas assez connus. La plupart des maladies mentales aujourd'hui, au sens large, l'anxiété, le stress, la dépression, la schizophrénie, etc., sont sous la dépendance des bactéries intestinales. L'état de santé de nos bactéries intestinales va réguler notre cerveau. Notre humeur, notre santé mentale plus généralement. Et les maladies neurodégénératives Ouais. aussi, la maladie de Parkinson ou Mmh. la maladie d'Alzheimer. Il y a plein de gens qui gravitent là-dedans et qui veulent vendre tout et n'importe quoi. Mmh. Des tests bidons, des compléments alimentaires bidons, etc. Mmh. Il y a des trucs délirants qui sont proposés aux gens. Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast French Munch. Aujourd'hui, on va recevoir un invité très spécial qui va nous aider à répondre à quelque chose qu'on déteste chez French Munch. C'est quand les journalistes, notamment, disent les champignons médicinaux, c'est pas prouvé. Aujourd'hui, on va recevoir le docteur Berebi qui va nous ouvrir les yeux justement sur le potentiel des champignons médicinaux, mais aussi le potentiel du microbiote, car William Berebi est spécialiste du microbiote. On appelle ça un docteur microbiotique. N'hésitez pas, comme d'habitude, à mettre un like, à commenter et à vous abonner. Bon visionnage, à tout de suite. Merci beaucoup pour ta présence aujourd'hui. Avec plaisir. Franchement, c'est super cool de pouvoir échanger avec des professionnels de santé, cette fois-ci un gastro-entérologue. Justement, on va parler un peu de ta spécialité, que ce soit en médecine, mais aussi de façon générale. Mhm. Et est-ce que tu peux te présenter dans un premier temps? Donc moi, je suis le docteur William Berebi, je suis gastro-entérologue et hépatologue. J'ai également une formation d'interniste. Donc la médecine interne, c'est la façon d'exercer la médecine d'une façon transversale. Et puis, depuis plusieurs années, je travaille sur le microbiote intestinal. Depuis 2008 exactement, donc ça fait quand même très longtemps. Lorsqu'il y a eu, on a été en mesure de séquencer l'ADN des bactéries de l'intestin et que là, j'ai compris ce jour-là, j'ai eu un véritable déclic en disant: «OK, je comprends que toute la santé se passe dans le microbiote intestinal et que la révolution médicale du 21e siècle, comme je l'appelle, c'est le microbiote intestinal». Mmh. De là, donc c'était en 2008, j'ai colligé et lu tout ce qui existait en termes de publications et en 2016, j'ai créé mes premiers protocoles microbiotiques avec les souches de bactéries probiotiques adaptées à différentes situations cliniques comme l'intestin irritable, le stress, l'obésité et cetera. Mmh. Et puis donc c'est devenu, un gros succès. J'en ai fait un livre, qui s'appelle «Médecine microbiotique», qui est sorti en 2022, qui a été un best-seller donc ensuite en poche. Ensuite, j'ai écrit «Mission ventre plat» avec un angle microbiotique également. Après, j'ai écrit un livre sur le microbiote des femmes enceintes et le dernier, c'est, un livre, différent. Et in fine, donc ça a changé complètement ma vision, de la médecine et j'ai découvert qu'il y avait plein de situations cliniques dans lesquelles j'étais, en impasse, qui en fait cette impasse s'expliquait par le fait que la médecine classique, on va dire, n'a pas une approche suffisamment transversale et n'intègre pas, le microbiote intestinal. Mmh. Et donc à partir de là, j'ai été en capacité de soigner et de guérir des patients que je ne pouvais pas guérir avant. Mmh. Et tu as des exemples justement, voilà, peut-être un exemple qui t'a un peu marqué, ou qui a été un des premiers exemples, je sais pas, le Oh il y en a des ouais, il y en a eu centaines, plein du coup, il y en mais a des centaines et aujourd'hui les patients, ils viennent du monde entier, de toute ouais, la France et des visios, du monde entier, on en parlait tout à l'heure. ouais. Donc il y a plein d'exemples, mais moi-même, je suis surpris des résultats parfois. C'est-à-dire que je vois des patients qui sont en errance donc depuis des années, voire des dizaines d'années et je les vois une fois, Mmh. je rééquilibre leur microbiote intestinal avec des probiotiques. Je fais un bilan évidemment complet, j'équilibre des carences en vitamines, et cetera, parallèlement. Et les patients, ils reviennent
après 10 ou 15 ans d'errance, ils n'ont plus rien. Mmh. Et c'est absolument, même pour moi qui suis Ouais. expert du sujet, du microbiote intestinal, je suis parfois assez sidéré de voir à quel point c'est incroyable. Ouais. Et donc des exemples comme ça, j'en ai plein dans l'intestin irritable, Mmh. dans les patients, notamment jeunes, qui ont un stress important, dans la perte de poids également, Mmh. dans les infections gynécologiques récidivantes avec l'immunité, le problème de l'immunité. Donc c'est un exemple concret aussi qui est pas dans la gastroentérologie, mais qui fait partie de la médecine microbiotique. Les femmes font des cystites ou des infections vaginales. On va leur donner, le gynécologue ou le médecin généraliste vont leur donner des antibiotiques qui va aggraver leur dysbiose intestinale, Mmh. puisque le mot-clé c'est dysbiose intestinale. Et donc en fait, elles refont des cystites, elles sont retraitées, etc. Et en fait, en les traitant avec des probiotiques, en équilibrant leur microbiote, elles font plus d'infections. Mmh. OK. Donc c'est absolument voilà, fascinant de voir à quel point c'est révolutionnaire en Ouais. fait. Et ça, du coup, toi, comment tu te situes un peu dans le corps médical? C'est quelque chose, finalement d'assez, unique? Est-ce qu'il y en a de plus en plus qui sautent le pas? Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Alors aujourd'hui, je suis le seul. Ouais. Je suis pionnier de la médecine microbiologique. Je l'ai créé. Les noms de domaine sont déposés d'ailleurs. Je les ai achetés. Mmh. Et en fait, je suis le seul à la pratiquer. Mmh. Hein. Et moi, en fait, je suis un transmetteur d'informations et je concrétise en fait dans la vraie vie, en application humaine, le travail des chercheurs. C'est-à-dire que je vais aller piocher et chercher dans la recherche fondamentale, chez l'humain, quelles sont les souches de bactéries qui fonctionnent. Donc ce travail, il est confidentiel, c'est-à-dire qu'il n'y a que les chercheurs du monde entier qui travaillent sur le microbiote, en fait, qui ont ces informations-là. Mmh. Mais moi, je vais les chercher. Lorsque ce sont des études bien menées avec une population suffisante, je vais extraire là où les souches adaptées, OK. je vais créer un probiotique, un protocole que je vais appliquer à mes patients. Voilà, Mmh. c'est comme ça que je travaille et pour l'instant, je suis le seul à le faire. Mmh. Et aujourd'hui, il y a un retard énorme en fait entre la recherche fondamentale, c'est-à-dire ce qu'on fait sur le microbiote et on commence à savoir beaucoup de choses, même s'il y a encore énormément de choses à découvrir évidemment, et l'application pratique aujourd'hui. Mmh. Aujourd'hui, ni les médecins généralistes, ni les gastro-entérologues ne se sont du tout emparés du Mmh. sujet du microbiote Mmh. et de sa faculté à guérir les gens. Mmh. Hein. Donc en fait, aujourd'hui, je suis le pionnier et le seul pour le moment. Mais j'espère que des gastro-entérologues en Mmh. particulier vont Mmh. avoir le déclic comme je l'ai eu et Mmh. se dire, OK, on comprend que c'est quelque chose d'absolument incroyable et il faut vraiment investir du temps dedans, parce qu'au départ, il faut investir du temps pour se former, pour Mmh. apprendre Mmh. à maîtriser le sujet. Et parce qu'au bout, c'est la guérison de gens, Mmh. de patients qu'on ne pouvait pas guérir. Mmh. Ouais, c'est clair. Donc c'est assez stratosphérique comme vision, quoi. Ouais. Ouais, j'ai l'impression qu'en effet, dans le côté un peu naturopathie, professionnel de santé, le microbiote est un sujet, voilà, qui revient énormément. Mais c'est vrai que beaucoup moins, chez les médecins, chez les Voilà. docteurs. Heu, C'est vrai, et ça, c'est un énorme problème. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la médecine, elle a un certain nombre de défauts. Il mmh, faut être clair là-dessus. Elle est beaucoup trop technique, c'est-à-dire qu'immédiatement, donc là, je vais parler des pathologies digestives, c'est tout de suite la coloscopie, la mmh, fibroscopie gastrique, le scanner, l'IRM, alors qu'en fait, avec souvent des résultats négatifs, parce que souvent les coloscopies sont normales, même chez quelqu'un qui a mal au ventre, puisque mmh, par définition, dans l'intestin irritable, vous avez pas de lésion à la mmh, coloscopie. Et donc en fait, c'est très technique, c'est très cloisonné, il n'y a pas de transversalité, c'est-à-dire les spécialistes ne connaissent pas le fonctionnement des autres organes, ou très peu. Et donc, du coup, le patient, une fois qu'il a été exploré, entre guillemets, eh bien, assez souvent, la solution ne découle pas du résultat d'une coloscopie. mmh, Et heureusement, parce que tout le monde n'a pas une maladie de Crohn ou un cancer du côlon. mmh, mmh, Et c'est même une minorité, heureusement. Et après, et ça c'est un énorme problème aujourd'hui dans la santé, en France et même dans d'autres pays bien sûr, c'est que les patients se retrouvent en errance, notamment pour toutes les pathologies fonctionnelles, le stress, des problèmes d'immunité, des problèmes d'intestin irritable, et là vont chercher des solutions ailleurs. mmh, Et très souvent, bah, ils tombent sur des personnes qui n'ont pas de formation médicale, mmh, notamment les naturopathes. Je suis désolé de le dire, mais c'est la vérité. mmh, Les naturopathes ont en moyenne 1 an de formation, mmh, quand un médecin spécialiste, il a 12 ans de mmh, formation. Et je le dis souvent à la radio ou à la télé, je ne vois pas comment on peut soigner des humains avec 1 an de formation. mmh, Et donc les patients
de leur errance se renforcent dans leur errance parce qu'ils ne sont pas pris en charge convenablement, pas parce que ce corps de métier est profondément mauvais, mais parce qu'ils n'ont pas la formation Mmh. pour vraiment avoir une approche globale et pertinente. Mmh. Et donc après, les patients, ils font des tests qui servent à rien, on leur vend des compléments alimentaires qui servent à rien, et ils restent comme ça pendant des années, voire des dizaines d'années d'errance. Et Mmh. ça, c'est un énorme problème. Et ça vient du fait que, effectivement, les médecins ont une part de responsabilité puisqu'ils ont laissé le champ à ces thérapeutes-là, pas suffisamment formés, au lieu de se dire, OK, il y a un problème, il faut que j'arrive à résoudre et à Mmh. répondre à la demande de la plainte fonctionnelle, Mmh. de l'immunité, du bien-être, de la nutrition. Mmh. Ouais, Et tout à ça, fait. c'est pas fait, Ouais. malheureusement. Et tu sais si c'est quelque chose qui est en cours d'actualisation? C'est-à-dire que, voilà, dans la formation, par exemple, des médecins, on parlait tout à l'heure, voilà, que bon, c'était drôle parce que quand je travaillais chez Doctolib, je faisais partie, des commerciales qui t'harcelaient, et justement, en fait, Absolument, oui. Ça nous est revenu tout à l'heure en aparté, voilà. exactement. Et justement, en fait, chez Doctolib, moi, j'avais remarqué, quand on proposait la téléconsultation, que souvent les médecins les plus jeunes étaient les plus réfractaires à la Mmh. téléconsultation, plutôt que les médecins expérimentés, un peu plus âgés. D'accord. Parce qu'ils sortaient, forcément de formation et on leur apprenait des choses qui devaient sûrement être voilà, c'est les fondations qui sont importantes. Ouais. Et du coup, voilà, je pense que le côté formation est très important. Est-ce que la nouvelle génération justement de médecins va être formée à ça? Est-ce que c'est en cours de changement? Ouais. Pas tellement, parce qu'aujourd'hui, on est dans quelque chose de très formaté, Mmh. hein. La médecine, elle se devient de plus en plus spécialisée et malheureusement, il va falloir en passer par là, mais à la faculté de médecine, malheureusement, c'est pas l'entité la plus moderne, Mmh. hein, voilà, et c'est des vieilles dames, hein, les facultés de médecine et ils sont pas très, très ouverts au changement. Et pour, parler de la médecine microbiotique, aujourd'hui, il y a un peu de formation Ouais. en faculté de médecine, mais ça reste Ouais. dérisoire. Ouais, c'est un Bah, cours, ouais, il y de a 6 2 heures, voilà, il y a 2 cours magistraux, alors que la médecine microbiotique, ça devrait être aujourd'hui une spécialité à part entière et Mmh. c'est ce qui va se passer, Mmh. d'une façon certaine dans les décennies qui viennent. Ça va devenir une spécialité, la médecine microbiotique, comme la Mmh. cardiologie, la Mmh. pneumologie ou la gastroentérologie, Mmh mh. parce que c'est un monde énorme. Mmh. Et souvent, je raconte à mes patients, je leur dis: «Vous savez, heu, les patients qui viennent me voir en consultation de médecine microbiotique, bah, ils sont sensibilisés, ils ont compris, hein, Mmh. Mmh. qu'il y avait un Tout à vrai fait. enjeu pour eux et ils ont lu mes livres en général et cetera et je leur dis la chose suivante, je leur dis: «Vous savez, dans 50 ans, en faculté de médecine, on dira: "En 2020, les médecins soignaient avec des médicaments Mmh. et maintenant on soigne le microbiote"». Mmh. Et ça, j'en suis persuadé, Ouais. Ouais. hein, et ça va être ce qui va se passer dans les décennies qui Mmh. viennent. Ça va être cette évolution-là, mais comme toute révolution, Ouais, ça va ça va prendre, prendre du temps. plusieurs générations, Tout à et fait. il y a un pays qui est plus en avance que d'autres, sur ça ou? Alors, en médecine pratique, non. Mmh. Il y a pas de pays en avance. Il y a des pays qui sont très, experts dans la recherche. Mmh. Il y a la France qui est Ouais. très bien, il y a l'Espagne, il y a les États-Unis, il y a les Japonais. En Chine, ils sont pas mal également. Mmh. Donc il y a plein les Royaumes-Unis, ils sont pas en retard non plus. Donc au niveau de la recherche, les choses, elles bougent, elles avancent. Mmh. Mais pour l'instant, ça reste cantonné aux À la chercheurs recherche, ouais. et il y a pas, le travail que je fais de transfert, Ouais. de translation vers le grand public, pour l'instant, Mmh. n'est pas fait et il va falloir que ça Mmh. évolue parce que ça serait dommage que, pendant des années et des années, bah, cette manière de soigner qui est révolutionnaire reste, Mmh. heu, non pas marginale, mais Ouais. insuffisamment connue. Ouais, c'est clair, c'est clair. Et justement, peut-être, on aurait peut-être dû commencer par là, mais est-ce que tu pourrais définir justement le terme de microbiote? Parce que c'est voilà, c'est assez intéressant parce que, bah, nous forcément, chez French Mush, on est vachement sur les réseaux sociaux et sur les réseaux sociaux, il y a vraiment une grosse tendance, autour du microbiote. En tout cas, lorsqu'on s'intéresse forcément l'algorithme, hein, Bien voilà, va sûr, voir qu'on bien sûr. s'intéresse aux compléments alimentaires ou autres et le microbiote, on en parle beaucoup sur les réseaux.
Toi, c'est quoi ta définition justement du microbiote? Alors, le microbiote, c'est pas la mienne, Ouais. c'est la C'est quoi définition la tout définition? court. Microbiote, ça veut dire microbiotos. Biotos, c'est la vie, donc c'est la vie, la petite vie, ça veut dire, OK. pour relatif au fait que ce sont des organismes microscopiques. Donc, le microbiote intestinal, moi, je l'appelle le patron du corps humain, puisque c'est lui qui régule tout, en fait. Donc, c'est 39 000 milliards de bactéries intelligentes qui vont avoir des fonctions absolument incroyables, notamment de défense de l'immunité, de régulation métabolique, etc., de régulation du stress et de l'état d'humeur. Et ces 39 000 milliards de bactéries, qui sont une espèce d'ordinateurs microscopiques Mmh. intelligents, vont commander les autres organes, communiquer avec eux en permanence, notamment avec le cerveau, et permettre donc de les faire fonctionner en bien ou en mal, selon son état. OK. Donc voilà ce qu'est le microbiote intestinal. Ouais. C'est les 39 000 milliards d'ordinateurs intelligents qui sont dans l'intestin et dans le côlon, dans l'intestin grêle et dans le côlon. OK. Et du coup, est-ce que, parce que c'est quelque chose aussi qu'on voit aussi sur les réseaux sociaux, on parle aussi d'un microbiote autour de la peau, mais Oui, donc c'est pas seulement autour du côlon? tout à fait. Alors, il y a le patron, c'est-à-dire celui qui régule, l'ordinateur central, si tu préfères, Mmh. c'est le microbiote intestinal, OK, qui est essentiellement donc dans le grêle et dans le côlon. Mais il y a des microbiotes, en fait, dans tous les organes. d'accord. Hein, au niveau de la peau, dans les articulations, dans les yeux, dans la bouche, dans les poumons, dans le Mmh. foie, etc. Il y en a partout. Tous les organes, chaque organe a un microbiote Mmh. spécifique. OK. Et l'intestin communique avec l'ensemble de ces microbiotes. OK. En fait, le cœur et les poumons, par exemple, bah, ils communiquent, hein, il y a des vaisseaux, il y a de l'oxygène, etc. Hein, donc ça, tout le monde le sait. Bah, en fait, il faut imaginer un énorme circuit de réseau, tout étant interconnecté avec une unité centrale Mmh. qui est l'intestin. OK. OK. Bah, hyper intéressant. Merci pour la définition. Plaisir. Et justement, on reviendra peut-être sur, un lien, possible ou non, tu nous diras, entre champignons, et microbiote. Et pour introduire un petit peu ce sujet, justement, on s'est appelé avant, Ouais, cette interview et tu m'as dit, alors normalement je ne fais pas ouais, ce type c'est de vrai, de c'est format, tout à fait. mais là, il y a exception parce que les champignons. C'est ça, exactement. Pourquoi? Et ben, en fait, ça nous ramène à Otzi. Mmh. Otzi, c'est un personnage célèbre dans le monde de la médecine, puis on l'appelle l'homme des glaces et il a été découvert, il y a, donc en 91, donc c'est récent, Mmh. son squelette et il s'est avéré qu'on a pu, en 2016, séquencer son ADN avec les progrès notamment de la métagénomique, qui est la même technique que celle qu'on utilise pour, séquencer le microbiote et on a découvert qu'il avait de l'Helicobacter pylori. L'Helicobacter pylori, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une bactérie qui est dans l'estomac et qui favorise l'ulcère de l'estomac et même le cancer de l'estomac. Et donc, on a identifié qu'il l'avait. Mmh. Et donc, Otzi, l'homme des glaces, c'est le dernier, enfin, le plus ancien porteur de l'Helicobacter identifié à ce jour. Et donc, c'était il y a 5100 ans. Mmh. Euh, donc, on est revenu. Alors, l'Helicobacter, il existe depuis 100 000 ans. Et donc c'est le premier. Et le parallèle, c'est que lorsque son squelette a été découvert, il a été découvert, comme tu le sais, à côté un polypore de Bulot, Mmh. Mmh. de Boulot, c'est Tout ça? à fait. Et donc, du coup, j'ai dit: «Tiens, c'est étonnant cette histoire de champignons par Mmh. rapport à mon Helicobacter pylori» et là, du coup, bah, je me suis intéressé au sujet des champignons, et j'ai commencé à étudier le sujet à fond, comme je fais toujours quand j'étudie un sujet et j'aurai l'occasion d'en reparler dans de prochains ouvrages probablement et in fine, c'est comme ça que le lien s'est fait et Mmh. puis après, bah, le contact a été vous m'avez contacté, et cetera. J'ai dit: «Ouais, ça pourrait être intéressant, Mmh. d'en parler et d'apporter ma Ouais. vision, médicale quoi, du Ouais. sujet». Ouais, c'est clair. Et justement, bah, après notre coup de fil, j'ai voulu du coup me renseigner sur quel champignon avait été, découvert. Il y a pas vraiment, en effet, on sait pas. Ça appartient à la catégorie des polypores sur bouleau. Donc théoriquement, ça pourrait être le chaga, Ouais. parce que le chaga appartient à cette Mmh. catégorie, mais bon, c'est pas sûr à 100.
Mais Et c'était intéressant. Moi, j'aime bien un peu l'étymologie et puis ouais. l'histoire de la médecine. Et donc, c'était intéressant de se dire, il avait les Helicobacter, c'est le plus ancien porteur connu à ce jour, Mmh. et il avait un champignon. Bon, s'il Mmh. avait un champignon, c'est qu'il s'en servait Ouais, tout à fait. pour des raisons. Donc, c'est Mmh. toujours, voilà, Ouais, c'est clair. ça interpelle. Ouais, ouais, c'est fou et surtout à cette époque, je pense, on tu d les sens devaient être vraiment très développés, Mmh. et donc lorsque quelqu'un prenait une plante, un champignon ou un actif, c'était pour une bonne raison, quoi, donc c'est ouais, c'est assez cette histoire, elle est assez folle. Donc, c'est ça le lien, effectivement, entre les deux. Yes et et toi justement, bah, donc tu as pu, donc ce sujet t'a pris de passion, tu t'es renseigné justement un maximum sur le sujet. Avant de rentrer peut-être dans le détail, de chaque champignon, c'est quoi un peu, en fait la mycothérapie, les champignons médicinaux, à quoi ça sert? Alors, c'est ancien, hein, et Mmh. bon, moi, je suis pas un expert des champignons médicinaux parce que je m'y suis intéressé depuis peu de temps, Ouais. mais je connais pas mal du coup. Donc en fait, c'est depuis l'Antiquité, hein, que les Mmh. champignons sont utilisés, pour des vertus médicinales, et donc ils ont des vertus qui sont très peu connues en réalité, notamment, par le fait qu'ils contiennent des antioxydants, des anti-inflammatoires Mmh. et puis beaucoup de bêta-glucanes, Mmh. hein. Et bêta-glucanes, c'est donc un polysaccharide, donc c'est des glucides en fait, assemblés. Et les bêta-glucanes, ils sont hyper importants pour le microbiote intestinal, puisque, les bactéries intestinales vont s'en servir comme carburant, comme prébiotique, hein. Prébiotique, c'est la nourriture des bactéries intestinales, et grâce aux bêta-glucanes, il va fabriquer certaines substances particulières qui sont des acides gras à chaîne courte, comme le butyrate ou le propionate ou l'acétate, qui ont des actions anti-inflammatoires et anticancéreuses. Mmh. Et il y a une publication d'ailleurs récemment sur les bêta-glucanes qu'on trouve dans l'avoine Ouais. également, par exemple, en quantité importante, mais il y en a beaucoup dans les champignons, et ça, Mmh. c'est pas du tout connu. Et les bêta-glucanes, il y a une étude sur l'intérêt dans les maladies neurodégénératives, Mmh. notamment la maladie de Parkinson. Donc ça a été publié dans un très beau travail de recherche, et in fine, plus on a de bêta-glucanes, moins on va avoir de problèmes cognitifs, de problèmes de Mmh. mémoire et de déclin cognitif, donc les fonctions intellectuelles, si vous voulez. Mmh. Et donc ça, c'est très intéressant de se dire et de savoir déjà qu'il y en a beaucoup dans les champignons, Mmh. 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 hein. Et ça, et puis il y a d'autres choses, comme le tippertène, Ouais. par exemple, Ouais. et d'autres substances très peu connues en réalité, en tout cas des médecins, Mmh. des mycologues davantage évidemment. Et en fait, je pense qu'on est, également dans quelque chose qui est sous-exploité en Mmh. fait, hein. Ouais, de la même façon, que, la médecine microbiotique est un peu à ses débuts et peut-être que dans 2 générations, ce sera la base. On est peut-être à cette étape-là aussi sur les champignons. Ouais, tout à fait, Bon. c'est lié, hein, c'est Mmh. lié. C'est-à-dire que en fait, le lien, il est simple. Un prébiotique, c'est quoi? C'est des fibres végétales qui contiennent, donc les prébiotiques, c'est des substances qui sont dans les fibres végétales. Par exemple, l'inuline, par exemple les bêta-glucanes. Donc, plus on en consomme, plus le microbiote intestinal va être résilient. Donc résilient, ça veut dire en capacité de résister à des agressions, quelles qu'elles soient. Et il faut des quantités importantes pour ça. Il faut 30 grammes de fibres nettes par jour, Mmh. ce qui correspond à des grandes quantités de légumes, de fruits, de légumineuses, céréales complètes, etc. Et de champignons. Donc plus on a beaucoup de fibres et donc d'inuline, de bêta-glucane, etc., mieux se portent nos bactéries intestinales. Mmh. Et plus on se défend contre les maladies. Aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a que un peu plus de 10% des Français qui consomment suffisamment de fibres. OK. Donc c'est très peu. Ouais. Donc ça s'inscrit dans l'alimentation, en fait, Mmh. dans sa globalité, dans l'alimentation médicale, hein. C'est-à-dire, j'utilise les aliments pour aller mieux et d'une certaine manière pour me soigner. Mmh. Tu parles de 30 grammes du coup de fibres par jour. Net, ouais. À titre de comparaison, il faudrait manger quoi par exemple? Alors c'est 200 grammes donc par jour, 200 grammes de légumes cuits, Mmh. 100 grammes de crudités, OK. 2 fruits, une poignée d'amandes, 50 à 100 grammes de céréales complètes, donc ça peut être du riz, du pain complet, et cetera, tout complet, hein, Mmh. Mmh. pas des Mmh. choses raffinées puisqu'il y a Ouais. plus de fibres dedans.
Et donc c'est des quantités importantes Mmh. et il y a peu de gens qui consomment ça. Ouais. Donc en s'aidant avec par exemple des graines, les Mmh. graines de lin, graines de Mmh. chia, moi j'ai des graines, j'ai toutes les graines chez moi, elles font partie du repas comme le sel et le poivre, Mmh. et ben, on peut très bien, aussi avoir, l'habitude de prendre des champignons Mmh. ou Mmh. des oméga 3 d'algues, des et cetera. Ouais, tout à fait. Toutes ces choses-là qui sont aujourd'hui très peu connues des médecins et qui mériteraient de l'être davantage. Mmh. Ouais, c'est clair et justement, pour rentrer un peu dans le détail, des champignons, donc il y en a vraiment 2 que tu as pu, vraiment étudier, c'est, le reishi et le lion's mane. Tout à fait. Il y en a d'autres ou c'est vraiment ces 2 Alors, là? c'est ceux-là que j'ai étudiés, sur le plan de la Ouais. littérature Mmh. et que j'ai testé Oui. d'ailleurs, moi-même aussi. Donc, alors déjà la littérature effectivement, quand j'ai, commencé à m'intéresser aux champignons par le biais d'Otzi, l'homme des glaces, j'ai découvert, bon, qu'ils avaient des fonctions importantes. Donc je suis tombé sur un certain nombre de publications, notamment donc de la maladie de Parkinson, mais il y en a d'autres. Mmh. Et le Lion's Mane, j'ai vu qu'il y avait, plein d'effets, donc ça, c'est très peu connu, hein. Si, effectivement, tu fais un sondage auprès de médecins, de 1000 médecins en disant: «Qu'est-ce que vous pensez des champignons, pour la santé humaine?» Ils vont te rire au nez. Ils vont rigoler, ils vont dire: «Écoutez, monsieur, soyons sérieux» et pourtant c'est très sérieux et les travaux de recherche, il y en a des dizaines, des centaines et des centaines même. Mmh. Et alors prenons le cas du Lions. Il y a plein d'études. Alors il y en a par exemple 2 dont je peux te parler, il y a sur les jeunes, il y a une étude sur des populations jeunes avec en aigu et en chronique. Alors en aigu, ils étudiaient la vitesse de réaction intellectuelle avec des associations de couleurs et cetera, et donc une fois qu'ils leur ont donné ça, 60 minutes après, ils étaient donc c'était, du Lions. 1 heure après, ils évaluaient leur vitesse de réaction sur les mêmes tests et Mmh. ils ont vu que leur test était amélioré Mmh. et ils ont fait une deuxième évaluation, qui était à 12 semaines, OK. à 28 jours pardon, et pour évaluer le niveau de stress, hein, avec différents tests et le niveau de stress était descendu. Mmh. OK. Donc ça, c'était extrêmement intéressant. Il y a une autre étude, alors sur une population âgée cette fois-ci, sur les troubles cognitifs, la mémoire et cetera, avec là aussi différents tests techniques et ils étaient traités pendant 3 mois Mmh. et au bout de 3 mois, il y avait une amélioration des tests cognitifs. Donc ça, c'est à la disposition de tout le monde et la Ouais. référence, elle existe, il suffit d'aller regarder, hein, Ouais. c'est pas compliqué et avec, ChatGPT, ça l'est encore plus, C'est clair. et donc des références, il y en a des centaines, sur Lions, sur le reishi également. Le reishi, il y a une publication très intéressante sur une population importante de 126 personnes, D'accord. adultes et ils ont étudié, la prise de reishi pendant 12 semaines, donc 3 mois et après ils ont, dans le sang, évalué leur immunité Mmh. à l'aide de différents tests d'immunité, notamment les fonctions des lymphocytes ou des macrophages et l'immunité était améliorée Mmh. avec une meilleure défense immunitaire. Mmh. Donc c'est extrêmement intéressant et ça rejoint complètement la médecine microbiotique que j'ai créée, à savoir comment bien manger pour justement booster son Mmh. microbiote Mmh. et pouvoir prévenir les maladies. Mmh. Il y a d'autres ingrédients d'ailleurs, parce qu'on parle des champignons, Mmh. mais tu parlais de graines, juste Ouais. avant, graines de lin. Il y a oméga 3, algues, c'est Ouais, tout ça 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 ouais, tout ça, ça fait voilà, tout ça, ça fait partie des choses vraiment indispensables. Alors, il y a la vitamine D, bien sûr, ouais. tout le monde en manque, donc là, l'alimentation suffit pas. Mmh. C'est un peu l'exception qui confirme la règle, donc là, il Mmh. faut en prendre, pour être, heu, avoir un Pour taux pas avoir de sanguin carence. adopté, voilà. Mmh. Alors là aussi, il y a beaucoup d'erreurs puisque, la plupart des gens prennent la vitamine D, tous les jours ou tous les mois, toute leur vie, pour rien. Parce qu'en fait, si tu ne connais pas le taux de départ et ton niveau de carence, tu pourras pas savoir combien il faut en prendre pour OK. corriger dans un premier temps la carence, puis ensuite stabiliser. Mmh. Bon. Mais sinon, les oméga 3, c'est très important également pour le cerveau. Alors Ouais. j'utilise des algues, Mmh. c'est ce que je prescris. Mmh. Il y a toutes les graines, graines de lin, graines de chia, graines de courge, graines de tournesol et cetera. Toutes les graines, sont très utiles elles sont antioxydantes, Mmh. hein, tout comme les champignons. Donc tout ça, c'est des choses que la médecine, et le médecin doit progressivement, dans les années et décennies qui viennent, intégrer Mmh. en fait aux soins Mmh. Mmh du mh. patient. Mmh. Et ça, il y a un énorme retard, faut pas se le Ouais. cacher. Ouais. Non, c'est clair. Bah, je pense qu'il y a quand même une génération, je
je pense. En fait, je l'espère, hein, parce que j'en sais Ouais, rien. j'espère aussi, ouais. Voilà, qui a quand même été éduqué de plus en plus au bien-être, au sport, à la santé mentale, au côté un peu Mmh. holistique, quoi. Mmh. Donc voilà, après en effet, c'est sûr que si la formation derrière, et qui est très important et qui dure en plus très longtemps, si la formation derrière suit pas et c'est pas les mêmes idées, c'est sûr que il risque pas d'y avoir de changement. C'est ça. En fait, tout ça est extrêmement important, ce qui compte, c'est de savoir bien les utiliser. Mmh, C'est la juste utilisation. Parce qu'il y a des bons produits, mmh, comme, ceux que tu commercialises et que j'utilise d'ailleurs. Et puis il y a, plein de compléments alimentaires qui valent pas grand-chose mmh, et il y en a des centaines et des centaines. Donc en fait, la question, c'est celui de la sélectivité. mmh, C'est-à-dire que le consommateur, il doit avoir des bonnes informations par des professionnels de santé, des médecins mmh, ou des chercheurs, des gens donc quand quelqu'un s'intéresse à tout ça, un consommateur j'entends, faut qu'il regarde qui parle. mmh, C'est ce que je dis à mes 108 000 abonnés sur Instagram. Je leur mmh, dis: «Regardez, qui est votre interlocuteur? mmh, Est-ce que c'est un médecin, un chercheur ou est-ce que c'est un influenceur qui vit à Dubaï?» C'est pas du tout la même chose. mmh, Donc les compléments alimentaires au sens large, les probiotiques, les oméga 3, les champignons, c'est extrêmement utile et il faut que le consommateur soit aidé mmh, par des professionnels mmh, pour faire la bonne sélection, en fait, mmh, et pas errer dans des produits qui n'ont pas mmh. de valeur, Ouais, c'est clair. médicale. Et finalement, c'est vrai que le risque, ce serait que, bah, les médecins se prononcent pas et vu qu'ils se prononcent pas, bah, forcément, en fait, les gens vont quand même faire leur choix, vont quand même, ils vont faire le mauvais choix, en fait, hein, finalement, C'est exactement mmh, ça. Bah, là, on est un peu dans ce cadre-là, actuellement, mmh, à l'instant T. La nature ayant horreur du vide, bah, effectivement, il y a plein de gens qui se mmh, sont lancés dans, ce marché, parce que moi mmh, je l'appe c'est un véritable marché, hein, ouais, c'est un business. donc le microbiote, Le ouais, microbiote, le mmh, ventre d'une façon générale et ouais, le syndrome de l'intestin irritable, c'est 5 à 10 millions de personnes en France. d'accord, ouais, Donc il y a plein de gens qui gravitent là-dedans et qui veulent vendre tout et n'importe quoi. mmh, Des tests bidons, des compléments alimentaires bidons et cetera, mmh, hein. Il y a des trucs délirants qui sont proposés, aux gens. Donc en fait, il faut que des gens qui ont la capacité à analyser ce qui est bon ou pas, puissent leur dire: «Voilà, ça vous pouvez, parce que c'est bon, ça vous devez» et cetera, pour ne pas qu'ils aillent, prendre l'information n'importe où, en fait. C'est ça le problème des mmh. réseaux sociaux aujourd'hui. Ouais, ouais, totalement, totalement. Bah, c'est vrai qu'il y a ouais, il y a aucun contrôle, c'est une jungle, et en fait, ce qui est fou, c'est que l'accès à l'information est de plus en plus facile Mmh. avec, ChatGPT. En 2 secondes, tu peux aller chercher des sources, mais bizarrement, les fake news, les fausses Mmh. informations n'ont jamais été aussi, prolifiques, donc Bien sûr. c'est vraiment, Bah, ça, c'est un problème d'algorithme, c'est un ouais. problème aussi, alors ça, c'est un énorme problème, donc voilà, je sais pas comment ça va se résoudre, mais le lissage, de l'information. C'est-à-dire que sur les réseaux sociaux, ma parole à moi, elle a autant de valeur Mmh, qu'un influenceur à Dubaï ouais, et pas plus à la voire limite, moins. voire moins. Mmh, Alors pas enfin moins auprès de de mes portée. voilà, moins de portée, pas auprès de mes 108 000 abonnés, mais quelqu'un qui a, je sais pas 10 millions d'abonnés, Mmh, bah, évidemment, ça lui fait une portance plus grande. Donc ça, c'est un énorme problème, mmh, c'est-à-dire, d'avoir des strates véritables pour dire: «Voilà, attention, l'information émane d'un tel, un tel». Alors mmh, cette information-là, ça par contre, dans les médias, quand je vais à la télé, à la radio ou dans les magazines santé, type Santé Magazine, Marie Claire ou autre, ou Figaro Santé, et cetera. Bon là, les gens, ils savent que c'est le docteur Bérébi, gastro-entérologue, qui parle. mmh, Mais sur les réseaux sociaux, mmh. il y a plein de gens, voilà, ils lisent un truc, ils voient ça, juste l'info, quoi, Mmh, mmh. brute, Ouais, c'est clair. et ils se disent pas: «Mais attends, qui parle? Mmh. Qui parle?» Ça, c'est la question clé, en fait, Mmh. et ça, il va falloir un petit peu peut-être légiférer et cetera. Ouais. Ça, c'est un autre débat. Ouais, ouais, c'est clair. Ouais, ça, à voir si c'est possible, Ouais, justement, j'ai des doutes. ouais, c'est clair. Non, je pense que vaut mieux, dans ce genre de contexte, vaut mieux essayer justement de comprendre un peu les règles du jeu et que justement, bah, des médecins, comme toi prennent la parole sur les réseaux sociaux, essaient de justement manipuler l'algorithme, Enfin, pour le bien, quoi. d'incorporer effectivement pour que, la Mmh. parole porte, ouais, Mmh. effectivement, et c'est une des raisons d'ailleurs, même la principale qui m'a poussé à aller sur les réseaux sociaux. Mmh. Parce qu'à un moment donné, j'ai vu tellement de dérives, tellement de patients en errance parce qu'ils s'étaient fait avoir par des gens peu scrupuleux, Mmh.
que les patients m'ont poussé d'ailleurs en me disant: «Vous devriez faire Mmh. ça, vous devriez faire un podcast». Donc j'ai créé ma chaîne YouTube, j'ai fait un Mmh. podcast, j'étais sur les réseaux et cetera Mmh. et ça s'est développé et donc ça permet d'aider plein de gens, Mmh. qui auraient, pas qui auraient erré, quoi. Mmh. Mmh. Donc c'est notre rôle aussi, de médecin, Ouais. de donner cette information-là. C'est quoi la plus grande, désinformation que tu vois, lorsque justement un patient arrive, qu'il a des problèmes de digestion? C'est quoi le truc le plus récurrent? Alors la chose la plus grave, aujourd'hui, concerne les produits laitiers. D'accord. Les produits laitiers, donc quand je parle de produits laitiers, je parle de l'animal, hein, de la vache, de la brebis, de la chèvre. Les produits laitiers, c'est bon pour la santé Mmh. et c'est anti-inflammatoire et anticancéreux OK. et en fait, aujourd'hui, il y a, pour des raisons de lobby, d'influence et cetera, plein de gens, dont malheureusement les naturopathes, qui ont répandu l'idée que les produits laitiers étaient inflammatoires Mmh. et c'est totalement faux et c'est un scandale en réalité. Mmh. Parce que on sait, dans toutes les publications internationales, que les recommandations, c'est 2 produits laitiers par jour. OK. Donc 40 grammes de fromage, un yaourt, un verre de lait. Et quand on consomme 2 produits laitiers par jour, on a une meilleure immunité et on a moins de cancers, Mmh. notamment du côlon, mais aussi du sein. OK. Donc je trouve ça extrêmement grave, et aujourd'hui, les statistiques le prouvent puisque sur une population adulte de 18 à 54 ans, tu as 27 seulement des gens qui consomment 2 produits laitiers par jour. Mmh. Et donc quand on dit, à quelqu'un: «Ne consommez pas de produits laitiers parce que c'est pas bon», alors que c'est protecteur de cancer, Mmh. moi j'appelle ça la mise en danger de la vie d'autrui. Mmh. Mmh. Donc ça, c'est quelque chose de récurrent et qui est le plus grand scandale Mmh. sanitaire aujourd'hui. OK. Bah, en effet, parce que enfin, on a tous entendu quelqu'un, dire, «Ouais, je suis intolérant au lactose, je peux pas du coup, boire de lait ou autre». C'est 2 choses différentes C'est ça? 2 choses différentes. Ouais. Absolument, ça c'est très important et c'est là qu'est l'ambiguïté. L'intolérance au lactose, ça existe. Mmh. Ça, c'est une réalité. Ça concerne à peu près, 30 de la population. OK. Mais en fait, si vous êtes intolérant au lactose, c'est-à-dire vous avez des symptômes digestifs, il ne faut pas arrêter les produits laitiers. Mmh. Alors eux, ils veulent vous faire basculer vers des boissons végétales, qui ne sont pas des laits d'ailleurs, hein, Mmh. qui sont d'ailleurs beaucoup plus caloriques Ouais. et grasses que le lait de vache demi-écrémé. Ouais, c'est Alors vrai. on essaye de Ouais. vous faire croire le contraire. Avec plus d'huile, notamment. Voilà, Mmh. et c'est même 2 fois plus calorique. Par exemple, la boisson de soja, c'est 2 fois plus calorique Mmh. qu'un lait de vache demi-écrémé et donc l'intolérant au lactose, eh ben, lui, il peut pas consommer du lait classique. Donc c'est pas un problème, en fait, parce Mmh. qu'il achète du lait sans lactose. Mmh. Aujourd'hui, on le trouve partout, Mmh. au lieu d'aller sur une boisson végétale sans intérêt. Il peut consommer également des fromages à pâte dure type comté, mental, Mmh. au gruyère, vers des fromages très affinés comme le reblochon où il y a plus de lactose. Mmh. Donc en fait, en réalité, quand quelqu'un est intolérant, il doit pas arrêter de consommer des produits laitiers et aller vers des boissons végétales sans intérêt, mais adapter en fait, Mmh. adapter sa consommation à son corps et consommer des produits laitiers qui sont faits pour lui, Mmh. notamment le lait sans lactose. Ça m'a rendu curieux du coup, est-ce qu'il y a un deuxième deuxième gros cas comme ça de désinformation, qui te vient en Oui, tête? alors, sur l'alimentation ou sur les tests? Sur, ce que tu veux en Alors, réalité, si, hein. sur les intolérances, par Ouais. exemple, on veut parler des intolérances alimentaires. Mmh. Donc ça, en termes de tests, c'est la plus grande escroquerie actuelle. C'est-à-dire que, notamment par les corps de métier dont on a parlé, mais malheureusement, c'est alimenté aussi par les laboratoires d'analyse, Mmh. qui disent aux gens, même des gens célèbres de la télé qui vont voir certains médecins qui leur envoient faire ces tests-là. C'est les tests dits d'intolérance alimentaire. D'accord. Donc on te dit, voilà, toi tu dis par exemple, bah, j'ai du mal à digérer, Mmh. voilà, j'ai un peu mal au ventre après manger. Pas de problème, tu vas faire un test. Mmh. Ce test, il va tester des dizaines d'aliments et on va te rendre un résultat avec plein de positivité. Mmh. Et en fait, ces tests sont totalement bidons. Mmh. Faut le savoir, puisque quand on va venir au monde, on va progressivement avoir une alimentation de plus en plus diversifiée, et l'aliment, il va arriver dans notre corps et on va l'identifier comme un étranger puisqu'on l'a jamais rencontré. Mmh. Et donc, on va développer des anticorps. Donc, on a tous des dizaines d'anticorps contre des dizaines d'aliments. Et ça veut juste dire, c'est juste une trace, en fait, Mmh. qu'on a consommé ces aliments dans notre vie et pas du tout qu'on est intolérant. Mmh. Alors, c'est très grave parce que ça conduit les gens à l'errance, puisqu'on leur dit arrêtez de manger ça, ça et ça. Mmh. Donc, souvent, ils enlèvent plein de fibres qui sont très bonnes pour le microbiote, Mmh. pourtant. Et donc, ça conduit à des gens à errer pendant des années et des dizaines d'années. Donc, ces tests-là, c'est vraiment un problème Mmh. sanitaire. Et comme tu le disais tout à l'heure, pareil,
par rapport au réseau, c'est pas régulé. C'est-à-dire que ces tests, en réalité, ils devraient être interdits. Mmh. Mmh. Ils devraient être purement et simplement interdits. Ouais. Alors nous, les sociétés savantes de gastroentérologie, d'allergologie, etc., on publie des communiqués en disant ces tests n'ont aucun intérêt. Mmh. Mais ce sont des recommandations, même la Haute Autorité de Santé, Mmh. mais ils ne sont pas interdits. Donc Mmh. ça, c'est un autre type de scandale avec les produits laitiers. Mmh. OK. En effet, ouais, je pense qu'il y en a encore plein d'autres, Il y en a encore mais plein d'autres, il y en a malheureusement beaucoup trop. et justement, bah, on le en encore une fois, en parlant on continue un peu sur le sujet des réseaux sociaux, mais sur les réseaux sociaux, il y a et d'ailleurs qui est plutôt positif. Il y a, il y a une grosse tendance sur, la santé mentale, Mmh. justement, voilà, prendre soin de soi, Mmh. plus que physiquement, mais aussi, mentalement, Bien sûr. post-covid, encore plus et on a vu aussi du coup l'arrivée, donc, du lien entre digestion, et cerveau, Mmh. et maintenant on parle vraiment, de santé mentale et santé digestive et il y a une information notamment qui a beaucoup tourné, Mmh. et voilà, est-ce qu'elle est vraie, est-ce qu'elle est fausse? Tu vas nous dire, hem, c'est que le, aujourd'hui les maladies, digestives ne sont plus considérées comme des maladies physiques, mais comme des maladies mentales. Parce qu'il y a un lien évident entre, microbiote, santé digestive et cerveau. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Alors c'est un peu l'inverse. Mmh. En OK. fait, là aussi, il faut raisonner d'une façon holistique et pas d'une façon cloisonnée. C'est-à-dire qu'en fait, la clé de tout ce qui est mental, réside en la communication entre l'intestin et le cerveau. Il faut comprendre que l'intestin et le cerveau, donc le microbiote intestinal et le cerveau, fonctionnent en permanence ensemble, qu'il y a 200 millions de neurones qui envoient des informations dans les 2 sens, à travers plusieurs moyens, notamment le nerf vague, qui est un grand nerf qui traverse tout le corps humain, et cet échange d'informations est permanent. Et s'il y a une dysbiose, donc un déséquilibre, à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que le microbiote va fabriquer moins de sérotonine. Ouais. Il faut savoir que la sérotonine, donc ça va étonner, beaucoup de gens, est fabriquée à 90 par l'intestin. C'est l'hormone du bonheur et en fait, pas du tout par le cerveau. Le cerveau représente que 10 de la Mmh. fabrication. C'est l'intestin qui le fabrique, donc par les bactéries intestinales. Mmh. Et donc, quand le microbiote est dysbiotique, parce qu'il manque de fibres, qu'il manque de bêta-glucane, et cetera, eh bien, il va envoyer peu de sérotonine. Mmh. Et donc, la personne va avoir des troubles de l'humeur, va pas avoir la pêche, va être déprimée, et cetera, ou trop anxieuse. Mmh. Donc, le microbiote, c'est la clé. Après, le cerveau, il envoie lui aussi des informations au microbiote. Mmh. Si quelqu'un a un stress chronique très important, professionnel, familial, peu importe, enfin, différents types. Ce stress chronique va envoyer des informations négatives au microbiote, puisque ça va faire monter le taux de cortisol, qui est l'hormone du stress, et ça va rendre l'intestin poreux, et ça va augmenter la dysbiose. Mmh. Ce qui fait que les 2 pôles, en fait, faut pas voir ça d'une façon figée, faut les voir d'une façon dynamique et avec cet échange d'informations permanent, l'un influant l'autre. Et en ayant bien à l'esprit que la plupart des maladies mentales aujourd'hui, au sens large, hein, l'anxiété, le stress, la dépression, la schizophrénie, etc., sont sous la dépendance des bactéries intestinales. Mmh. Et quand il y a une dysbiose, ça va favoriser ces pathologies-là, donc c'est parfaitement connu. Et donc, si on a un microbiote équilibré, on va lutter contre les maladies mentales. Mmh. Ouais. Donc c'est ça qui est fascinant, c'est de se dire, en fait, de comprendre que l'état de santé de nos bactéries intestinales va réguler notre cerveau. Mmh. Ouais, totalement, Voilà, totalement. Notre humeur, notre santé mentale plus généralement, voilà. c'est Et les fort. maladies neurodégénératives Ouais. aussi, hein, la maladie de Parkinson Mmh. ou la maladie, d'Alzheimer. Mmh. On sait que aujourd'hui, là aussi, c'est un bon exemple de cloisonnement. Il y a des travaux de recherche pour trouver des traitements médicamenteux. Mmh. Mmh. Mais on n'entend jamais parler du microbiote intestinal dans la maladie Mmh. d'Alzheimer. Mmh. Alors que pourtant, ou dans la maladie de Parkinson, on a pourtant des publications sur des populations importantes de 40-50 personnes en transplantant un microbiote. Parce que le microbiote, faut savoir qu'on peut le prendre, le purifier en quelque sorte et l'administrer à quelqu'un qui est malade. Mmh. Et bien, en prenant le microbiote de sujets sains et en le mettant à des Parkinsoniens, on fait
régresser la maladie de Parkinson. Alors, Mmh. pas complètement et pas toujours, mais dans un certain nombre de cas. Mmh. Et donc, on ne parle jamais de ces thérapies-là, hein, de cette faculté de jouer en fait sur le microbiote intestinal par l'alimentation et ainsi d'avoir une action sur le cerveau. Mmh. Non, hyper intéressant et en effet, ouais, cette info de 90 de la sérotonine Voilà. est produit dans le microbiote avant d'aller au cerveau, ça Voilà, ça c'est c'est voilà, c'est un truc qui illustre bien, ouais. pour tout le monde que, au lieu de penser: «Mon cerveau va pas bien, voilà, je suis stressé» et cetera, de comprendre que Mmh. ce stress notamment, il vient de l'intestin. Mmh. Et que lutter donc par le biais de l'alimentation, alors on va peut-être parler après de ce qu'il ne faut pas faire, Mmh hein, mh. ou si tu veux j'en parle maintenant Ouais, de ce qu'il ne faut bah, pas faire. allons-y, hein. Allons-y, parce qu'on a parlé des fibres et Ouais. cetera tout à l'heure, donc ça c'est ce qui est important. Par contre, ce qui est catastrophique pour le microbiote, c'est les aliments ultra transformés. Mmh. Donc je l'appelle l'ennemi public numéro un, moi, Mmh. hein. C'est-à-dire que les aliments ultra transformés, il faut savoir que prenons un exemple concret. Tu vas au supermarché, tu as un creux, tu achètes un paquet de Pim's, de Pépito, de ce que tu veux. Il y a un nombre invraisemblable d'additifs. Mmh. Donc les additifs, c'est des émulsifiants pour rendre un truc moelleux ou des édulcorants de synthèse pour des faux sucres qui vont avoir un impact catastrophique sur le microbiote. Mmh. Donc ça, c'est l'ennemi public numéro un et c'est pour ça que l'obésité, il y a pratiquement un Français sur 5 qui est en obésité aujourd'hui, explose. Mmh. Parce Un que Français sur un 5. Français sur on est exactement à 18,9. Ah ouais. Donc c'est colossal et si tu prends le surpoids, c'est pratiquement un sur 2. Mmh. Et ça s'explique par une alimentation inadaptée, pas assez de fibres, bonnes pour le microbiote Mmh. et à l'inverse, beaucoup d'aliments ultra transformés avec des additifs Mmh. et qui sont en plus très riches en sucre. Mmh. Donc voilà, donc on se retrouve aujourd'hui dans la situation où ce qui est bon est sous-consommé Mmh. et ce qui est mauvais pour le microbiote est surconsommé. Mmh. Donc après, il ne faut pas chercher midi à 14h C'est clair. avec l'explosion de toutes les maladies chroniques Mmh. et notamment mentales aussi, Mmh. puisqu'on sait que les aliments ultra transformés Mmh. augmentent la dépression. Mmh. Ah, c'est fou ça. C'est non, mais de toute façon, franchement, c'est à chaque fois, sur le podcast, on a l'habitude, d'inviter justement des professionnels de santé ou des personnes, Mmh. qui peuvent nous sortir des statistiques aussi assez brutes comme ça, Mmh. et à chaque fois, enfin, c'est que faisons-nous, quoi? Enfin, c'est Oui, c'est ça. C'est-à-dire que voilà, aujourd'hui, qu'est-ce que voilà, les pouvoirs publics, qu'est-ce qu'ils attendent pour ouais. agir, pour que et en plus, on n'a même pas l'argument économique, si tu veux, parce que en fait, tout ça, enfin, toutes ces mauvaises habitudes alimentaires, entraînent des coûts de santé absolument Exactement, colossaux. C'est des exactement. milliards Ouais, puisque, si on raisonnait, uniquement sur l'angle économique tout à et fait. pas humain, alors évidemment, c'est l'humain en premier qui compte le plus, Mmh. mais ouais. Donc en fait, c'est des économies. Et pourquoi, des leviers sont pas mis en place? Mmh. Bah, je ne sais pas. Ah non, c'est fou, mais en effet, mais cet argument économique, il est quand même au centre du débat parce que, notamment en France, où aujourd'hui, on voit qu'il y a de moins en moins de lits d'hôpital, on voit qu'il y a de moins en moins d'argent qui est apporté justement à la santé et justement sur, voilà, sur un travail de une génération ou 2 générations, il y a justement un travail qui peut être fait et qui peut venir résoudre ce problème, économique qui est quand même au centre du débat aujourd'hui, Bien sûr, bien sûr. donc Et il faut que effectivement, je vais dans ton sens, c'est-à-dire il faut que l'alimentation elle évolue, et que, cette conscience de ce que je viens de te dire là soit vraiment, mmh, quelque chose qui soit de base pour un enfant à l'école, ouais. qu'on lui explique l'importance de Mmh. ça pour sa santé et cetera. Mmh mh. Et le biais qui existe aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux. Mmh. C'est-à-dire que le fait que n'importe qui peut mettre n'importe quelle information et que le jeune, il va aller s'approvisionner, si je puis dire, pas à la bonne source, Mmh. malheureusement, souvent. Et donc, il va être plus sensibilisé à la nutrition, mais comme il y a les réseaux qui lui donnent de mauvais réflexes, Mmh. alors au niveau mental aussi, puisqu'avec l'addiction aux Ouais, c'est écrans, et clair. cetera, c'est encore autre chose. Donc, il y a les 2 et il faudrait, que, bah, l'alimentation, la manière de se nourrir soit vraiment mise au premier plan, quoi. Mmh. Comme l'éducation, comme, Mmh. ça va la base de l'éducation Mmh. qui doit être faite Ouais. à l'école, ça commence à l'école, Ouais, donc hein, comme le sur sport l'alimentation. justement, cours Voilà. d'EPS, cours de nutrition, et toi tu as justement une routine que tu conseillerais en termes, d'alimentation? On a déjà quand même un peu parlé, mais peut-être,
La plus simple possible, justement, la plus facile à mettre en application? Très simple, alors 2 produits laitiers par jour, ça, Ouais. c'est un réflexe, auquel je m'astreins et puis, moi personnellement, par exemple, les légumes, c'est Mmh. hyper important. Des fois, on peut en manquer, donc moi, de chaque fin de repas, pendant le repas, j'ai 200 grammes de salade verte, OK. systématique Ouais. et sur laquelle je rajoute des graines. Mmh. Voilà, hyper simple, Mmh. faisable pour tout le monde. Voilà, se dire: «Voilà, tous les jours, Mmh. je dois avoir mais au Avoir moins la 200 petite grammes de». salade, dans l'assiette, Voilà, ou dans un bol. Moi, j'adore mmh. ça, je peux manger 2 kilos Ouais. et et Après, c'est donc une question voilà. d'habitude aussi, Bien sûr, tu t'es habitué, du coup, tu y prends goût, j'adore ça, ouais, tac, et les graines par-dessus et voilà ouais. et voilà et là, vous avez un apport, tu as un apport de fibres hyper simple, que tu peux répéter tous les jours, quoi. Mmh. Et je reviens un petit peu en arrière dans notre conversation et je reviens au sujet des compléments alimentaires. Il y avait une question que j'avais très envie de te poser, c'est qu'on voit de plus en plus quand même, dans la presse, donc voilà, peut-être que le travail journalistique n'est pas forcément, bien fait, mais bon, là, on le voit quand même, cette information de plus en plus arriver, c'est, les compléments alimentaires ne servent à rien parce qu'ils ne sont pas assimilés, dans notre corps, en gros, Ouais. et qu'ils sont détruits dans le processus de digestion. Ça, c'est vrai, c'est faux, c'est Alors, vrai et faux? là, la réponse, elle va être plus longue. Ouais. Hem, Faut pas tout mélanger Mmh, parce que déjà, il y a la qualité du complément alimentaire qui compte. mmh, Est-ce qu'il est bien fabriqué? Est-ce qu'il est bien conservé? Et cetera. mmh, 1er point. 2e point, tous les compléments alimentaires ne se valent pas. Prendre des oméga 3 sous forme d'algues, moi je prescris des algues, je mmh, prescris pas de poisson, parce que les huiles de poisson, il y a des métaux lourds. mmh, Donc ça, c'est intéressant à condition qu'elles soient bien mises, qu'elles soient dans des pots hermétiques fermés à la lumière et cetera. mmh, Donc déjà, faut être sélectif sur le complément alimentaire. Maintenant, si on revient purement et simplement sur ta question, prenons l'exemple de la vitamine C, par exemple, mmh, qui est un exemple, frappant. D'ailleurs, au passage, je précise qu'il y a plus de vitamine C dans le kiwi ou dans le poivron que dans l'orange, hein, qui est mmh, pourtant le symbole de la vitamine tout à C. fait. Alors, ce qui se passe, c'est que si tu manges une orange, tu vas avoir une quantité X de vitamine C. Ouais. Si tu prends un comprimé de vitamine C, tu vas avoir une quantité X. La molécule elle-même, c'est de l'acide ascorbique, c'est exactement la même. La molécule, c'est exactement la même, il n'y a aucune différence. En revanche, ce qui va changer, c'est que quand tu manges une orange, tu vas en même temps manger des flavonoïdes, des antioxydants, des polyphénols et des fibres. Mmh, Et les fibres vont permettre à la vitamine C d'être absorbée d'une manière plus lissée d'accord. et d'être mieux utilisée. Donc c'est pas la vitamine C en tant que telle qui pose enfin, c'est même pas un problème, qui est différente, c'est la même molécule, c'est le fait que le fruit va avoir d'autres composants. Mmh, D'accord? Alors la vitamine C, c'est un mauvais exemple puisque, en mangeant bien, on n'a pas besoin de vitamine C. mmh, mmh, Mais si on prend l'exemple des bêta-glucanes, là par contre, il y en a peu dans les aliments, mmh, hein. Il y en a dans l'avoine mmh, et il y en a dans les champignons et les champignons, c'est vrai que c'est un aliment qui est assez peu utilisé, d'une façon générale, parce que les champignons, c'est riche en vitamine D, c'est l'un des rares, heu, produits, aliments qui contient de la vitamine D, mmh, des vitamines du groupe B, du sélénium également. mmh, Donc les compléments, il faut savoir lesquels prendre, mais dans les compléments alimentaires, à partir du moment où ils apportent quelque chose qu'on a du mal à trouver, mmh, comme les bêta-glucanes, on ne va pas manger, mmh. heu, tous Ouais, les jours OK. 300 grammes d'avoine, Ouais. hein. Donc il faut accepter l'idée que ou les oméga 3, on ne va pas manger, 200 grammes d'algues tous les jours. Mmh, Donc il faut avoir une vision sélective et puis adapter, se dire: «Voilà, il y a des choses qu'on peut trouver dans la nature, dans les aliments mmh, et là, j'ai pas besoin d'en prendre», mmh, exemple vitamine C, mmh, mais il y a des choses que je ne pourrais pas avoir en quantité suffisante pour le bon fonctionnement de mon microbiote mmh, et là, j'ai besoin de compléments alimentaires mmh, et à partir du moment où ils sont bien fabriqués, que, c'est sérieusement fait et cetera, mmh, eh bien, le complément alimentaire s'inscrit tout à fait dans la médecine microbiotique et dans l'équilibre du mmh. microbiote. OK. Ah bah, hyper intéressant. Je pense que très saine d'ailleurs, comme réponse. Ouais, Heu, bah, c'est comme ça qu'il faut le voir à mon ouais. sens, hein. Et toi, est-ce que tu as des questions justement pour, nous peut-être, sur les champignons, sur French Mush?
Ouais, moi, ça m'intéressait de savoir comment tu étais venu à t'y Ouais. intéresser et à te Mmh. dire: «Bah, voilà, je me lance Mmh. dans la commercialisation». Ouais. Alors moi, c'était un long chemin parce que en gros, ce chemin a commencé quand j'avais, 15 ans. Parce que, quand j'avais 15 ans, au pour le plus grand malheur de mes parents, j'étais extrêmement fan de cannabis et champignons. D'accord. Heu, alors Hallucinogène donc. voilà, du coup, un peu plus hallucinogène en effet, à l'époque, et donc donc moi, ma passion, elle allait vraiment sur le côté, les cultiver, Mmh. en faire des extraits, voir les applications D'accord, qu'il peut y donc très avoir jeune, ouais, à 15 ans, ouais. et voilà 15 16 ans et ensuite les on va dire que la vie a continué, et en 2019, j'ai créé en fait un premier laboratoire D'accord, spécialisé dans, les cannabinoïdes, le CBD d'accord. et on avait justement, bah, une culture. Donc c'était vraiment un laboratoire avec un produit, avec une vraie verticalité en fait dans la production puisqu'on avait la serre de chanvre, D'accord, et ensuite on avait le laboratoire à même pas 50 kilomètres et d'accord. donc vraiment c'était vraiment un produit, extrêmement pur. Donc ça a pas trop ça a marché mais c'était compliqué. Le CBD aussi, Ouais, avait beaucoup de détracteurs, beaucoup de fans aussi, mais beaucoup d'amalgames, mmh, c'est compliqué. Donc ça, après l'avantage, c'est que je me suis fait la main en rencontrant les bonnes personnes, les bons labos, en sachant, voilà, ce qu'il faut faire pour finalement construire aussi une marque sérieuse et donc en 2021, bah, dans la continuité de ce laboratoire, bah, je me suis lancé cette fois-ci dans les champignons médicinaux, donc qui n'ont rien à voir avec les champignons dits hallucinogènes et voilà, ça m'est venu comme ça. d'accord, ouais, c'est ouais, C'était vraiment, voilà, une passion de jeunesse qui s'était, un peu oubliée et finalement, bah, c'est revenu et trop content ah ouais, de ouais, c'est pouvoir, super travailler là-dedans. intéressant, ouais, Ouais. super intéressant là, de voir la continuité et l'évolution Ouais. avec un sujet, un thème qui te tenait à cœur, Mmh. mais que tu as fait évoluer vers un Ouais, produit, c'est ça. santé, quoi. Exactement, Ouais. exactement. Exactement et après au-delà de ça, moi j'ai toujours trouvé ça fascinant en fait qu'il y a quand même beaucoup de plantes, qui sont, diabolisées, beaucoup d'actifs qui sont diabolisés, soit parce qu'ils sont, illégales, soit parce qu'ils sont pas assez connus Mmh. et voilà, de la même façon que, le microbiote, est un sujet très important et sera considéré de plus en plus, comme un sujet important. Je pense que ça va être la même chose. Même, que cap essentiel. Ouais, essentiel. Ça va être la même chose bah, pour le cannabis, pour les Mmh. champignons et voilà, les choses changent, le monde change et on et j'essaie de participer à Ouais, ma mais façon. c'est très bien parce que c'est un vrai sujet et il y a une vraie réflexion à mener et il y a Mmh, une vraie vulgarisation mmh. à faire Exactement. auprès, du grand public et aussi du corps Mmh. médical. Ouais, totalement, totalement. En effet et le corps médical, ça va prendre encore plus de temps, je pense. Bah, le microbiote, ça va prendre du temps. Les champignons, ça va prendre pour ça c'est le train qui est raccroché derrière et ça va prendre, un peu plus de temps encore. Mais bon, voilà, on est là pour en parler et puis, Ouais, diffuser des informations scientifiques, ouais, c'est ça. fiables et c'est important. C'est ça, exactement. Et un peu en guise de conclusion, toi donc tu as pu tester justement, les Lion's Mane Reishi, Ouais, qu'est-ce que tu en as pensé? alors c'est ouais, je les ai effectivement testés. Ce qui m'a intéressé, c'est j'ai trouvé que ça régulait mon niveau énergétique, Mmh. dans la journée avec moins de fluctuations. Mmh. Voilà, ça c'est notable parce que je continue à en prendre. Voilà, donc une espèce de régulation énergétique Plus au long de la stable, journée. plus Donc stable, voilà, en énergie. Alors j'imagine que pour personnes qui seraient stressées et cetera, mmh. ça doit d'ailleurs c'est ce qui ressort des publications, Ouais. avoir un effet régulateur, sur le niveau de stress et cetera. Mmh. Donc moi ça m'a fait ça, ce qui est un peu voisin, pas tout à fait, mais sur la régulation du niveau énergétique. Top. Voilà ce que j'ai ressenti moi personnellement. Super, trop bien, trop bien. Bah, écoute, merci beaucoup, hein, encore une Avec fois, hein, plaisir. pour toutes les réponses. Franchement, c'était hyper intéressant, Ouais, heu c'était un bel échange et et pour moi franchement, aussi. bah, on reste en contact et je vais t'envoyer du cordyceps. Il faut Voilà, avec c'est plaisir. Pour mes parties de tennis, puisque le sport, on n'en a pas parlé, mais tout à c'est fait. important Ouais, et ça, tous les jours, je fais du tennis ou du rameur yes. pour, générer un bon microbiote. Paddle, tu t'y es mis un peu, avec Ouais, la je fais mode, du paddle, ouais, je ouais, fais du paddle aussi? aussi, ouais. Ouais, Je fais du paddle,
J'aime bien ça, ouais, Ouais. c'est un exercice différent, Ouais, c'est différent, mais ouais. c'est très ludique, très C'est ça. sympa. C'est plus accessible, Ouais, moi mais moi je joue pas trop mal au tennis, ouais, donc ça va, mais c'est moins exigeant ouais, c'est effectivement. ça. On peut s'amuser avec des personnes, Mmh. qui font pas de tennis plus facilement. Donc c'est Exactement. très, très agréable aussi. Trop bien. Bah, écoute, merci beaucoup pour ton temps Avec plaisir. et du coup, bah, à très bientôt. À très bientôt.